Bon, on va pouvoir commencer. Parfait. Merci de votre présence pour ce webinaire donc, consacré à un sujet d'actualité. Ah, on me dit qu'il n'y a pas de son. C'est un webinaire donc, qui est consacré à un sujet d'actualité et d'envergure pour les organisations, l'accord UE-Mercosur. Donc, après plus de 20 ans de négociations, cet accord commercial historique entre l'Union européenne et le Mercosur arrive à un tournant décisif. Il concerne plus de 700 millions de consommateurs et ouvre des perspectives majeures pour les entreprises tout en soulevant des défis réglementaires, environnementaux et stratégiques. Donc l'enjeu de ce webinaire est double. D'abord, mieux comprendre les implications concrètes de cet accord pour vos activités et explorer les opportunités qu'il offre pour vos stratégies commerciales et internationales. Pour nous accompagner dans cette réflexion, nous avons le plaisir d'accueillir Aurélie Coslédan, experte en développement commercial et stratégie internationale. Elle partagera son expertise et des pistes concrètes pour anticiper les impacts de cet accord sur vos marchés et vos organisations. À l'issue de son intervention, nous prendrons bien sûr un temps d'échange avec une session de questions-réponses. Aurélie, je vous laisse la parole. Oui, merci Diane. Bonjour à tous. Donc, je suis Aurélie Coslédan, je suis formatrice en commerce international. J'interviens pour le CNFCE depuis plus de 2 ans maintenant. Je suis ravie aujourd'hui de pouvoir effectivement vous présenter euh, ce webinaire consacré au Mercosur et à l'Europe, Europe-Mercosur. Donc au niveau des bonnes pratiques, avant de commencer, peut-être quelques règles simples pour que le webinaire se déroule dans les meilleures conditions. Donc je vous invite à vérifier que votre micro est coupé. Vous pouvez effectivement interagir avec nous par l'intermédiaire du chat, où vous pouvez poser des questions effectivement, et nous aurons un temps d'échange également à la fin du webinaire. Tout d'abord, je voudrais savoir, vous poser une question, et je voudrais savoir si, selon vous, l'accord UE-Mercosur est plutôt une opportunité ou plutôt un risque pour votre secteur d'activité. Voilà, je vous invite donc à participer, à échanger via le chat. J'imagine que vous venez d'horizons différents secteurs d'activité. Donc les problématiques sont pas du tout les mêmes pour les uns et pour les autres. Et on peut effectivement avoir des grosses différences de point de vue par rapport à nos activités en fonction de si on est aussi importateur ou exportateur, bien sûr. Donc n'hésitez pas à partager euh, via le chat et à me dire si, selon vous, l'accord UE-Mercosur représente plutôt une opportunité ou un risque. Au niveau des objectifs du webinaire, l'idée c'est de vous informer sur les dernières avancées concernant l'accord, effectivement, de comprendre où on en est réellement de cet accord, car les informations circulent assez rapidement, évoluent assez souvent, donc on peut être un peu perdu face à l'information. Le second objectif ici, c'est de vous donner des clés de lecture concrètes pour anticiper les impacts sur votre activité, donc sur le plan commercial, réglementaire ou stratégique. Je vous propose de commencer par un état des lieux du processus de ratification de l'accord. Peut-être revenir un petit peu en arrière sur le Mercosur. Qu'est-ce que le Mercosur? C'est le marché commun hein, du Sud. C'est un bloc commercial sud-américain. C'est l'abréviation en fait en espagnol de Mercado Común del Sur pour ceux qui parlent espagnol. C'est un bloc commercial qui a été créé en 1991
Les différents pays membres sont l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Le Venezuela a adhéré en 2019, mais son adhésion a été ensuite suspendue en 2017. En décembre 2012, la Bolivie a signé un protocole d'adhésion. Et aujourd'hui, les pays du Mercosur forment en fait la sixième économie mondiale avec une population totale de plus de 270 millions d'habitants. Donc l'objectif du Mercosur, l'objectif du marché commun, c'est vraiment voilà, de créer un marché commun régional. On pourrait dire qu'il s'inspire en fait de l'Union européenne, hein, du modèle de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que cela va impliquer la libre circulation des biens, des services, des capitaux, des personnes. Ça, c'est l'objectif à long terme, tout en supprimant les barrières commerciales à l'entrée. Barrières commerciales, je précise ici, ce sont effectivement l'idée d'éliminer les droits de douane ou réduire également les barrières non tarifaires. Non tarifaires, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors des droits de douane purs, ça peut être des quotas, etc. Euh, on va mettre en place aussi un tarif extérieur commun, hein, c'est-à-dire qu'on va fonctionner comme avec l'Union européenne, avec un tarif extérieur commun, le TEC, qui est appliqué aux importations provenant des pays tiers, avec une politique commerciale commune vis-à-vis des partenaires extérieurs. Donc l'idée, c'est vraiment de renforcer l'intégration économique et politique de ces pays. Donc, depuis 1999, l'Union européenne et le Mercosur négocient un accord d'association qui avait deux objectifs principaux, le développement des relations commerciales et la promotion de la coopération et du dialogue politique entre les deux parties. Donc un accord a été conclu le 28 juin 2019 concernant effectivement ces négociations qui portent uniquement sur l'ajout du protocole additionnel centré sur le développement durable et notamment la lutte contre la déforestation et le changement climatique. L'idée, c'est vraiment d'éliminer au maximum les droits de douane, comme il est indiqué sur les diapositives que vous voyez. Euh, le volet libre-échange de cet accord permettra à terme d'éliminer environ 80% des droits de douane imposés par les pays du Mercosur sur les produits européens et 92% des droits de douane appliqués par l'Union européenne sur les produits sud-américains qui arrivent au niveau de l'Union, qui arrivent à l'importation. Donc un accord géopolitique majeur puisqu'il représente effectivement 100 millions d'habitants, hein. Donc il faut savoir aussi que l'Union européenne est le deuxième partenaire commercial du Mercosur concernant les échanges de marchandises, par exemple. Et les échanges commerciaux entre l'UE et le Mercosur représentaient à peu près 111 milliards d'euros en 2024. Donc c'est pour vous donner une idée de l'importance en fait de cet accord. Au niveau des principaux biens exportés par l'Union européenne vers le Mercosur, on va retrouver précisément des machines, des appareils, des produits chimiques et pharmaceutiques, des équipements de transport également. Concernant les principaux biens qui sont importés par l'Union européenne, donc depuis les pays du Mercosur, on va retrouver des produits agricoles. On a entendu beaucoup parler dans les médias des produits minéraux et des papiers et de la pâte à papier. Donc ça sont pour les produits les plus significatifs, hein, mais effectivement, il y en a bien d'autres. Pour revenir un petit peu en arrière sur la chronologie, donc depuis 1999, l'Union européenne et le Mercosur négocient un accord d'association. Aujourd'hui, on parle du traité d'Union européenne-Mercosur qui contient en fait deux accords. Ces deux accords concernent à la fois le premier, on appelle le premier accord qui porte uniquement sur les échanges commerciaux, l'accord intérimaire, celui qui va supprimer en fait plus de 90% des droits de douane entre les quatre pays fondateurs du Mercosur et l'Union européenne. Le commerce étant une compétence exclusive de l'Union européenne, la ratification de l'accord intérimaire ne fait qu'intervenir
ne fait intervenir que les institutions de l'Union. Il y a également un deuxième accord, en fait. Un deuxième accord qui consiste à l'accord de partenariat global. Il ajoute aux dimensions commerciales des volets politiques, sociaux et environnementaux. Les deux parties s'engagent notamment à respecter l'accord de Paris sur le changement climatique et à mettre fin à la déforestation illégale. En cas de violation de ces dispositions, l'une des parties peut suspendre les avantages tarifaires octroyés à l'autre. Comme son nom l'indique, l'accord intérimaire a vocation à être remplacé par l'accord de partenariat global. Ce dernier est plus vaste, mais sa ratification est beaucoup plus incertaine, puisqu'elle implique les 44 parlements nationaux et régionaux des différents États membres. C'est la Commission européenne qui, le 3 septembre 2025, a choisi de scinder le traité originel en deux parties distinctes. C'est vrai qu'on parle souvent d'un accord, mais en fait, il s'agit de deux accords différents. Et c'est vraiment la Commission européenne qui a choisi de scinder ce traité en deux parties afin d'assurer au moins l'entrée en vigueur du volet commercial. Ce qui s'est passé donc assez récemment dans l'actualité, vous avez dû en entendre parler au mois de janvier 2026, c'est que lors d'une séance plénière, les députés européens ont préféré saisir la Cour de justice de l'Union européenne, donc la CJUE, à 334 voix pour 324 contre et 11 abstentions. Donc, pour vous expliquer brièvement, la Cour de justice de l'Union européenne, c'est une des 7 institutions de l'UE. Elle est située au Luxembourg, à Luxembourg, et donc elle a une autorité judiciaire, elle veille au respect du droit européen en contrôlant les actes des autres institutions, mais aussi son application par les États membres. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'en conséquence, l'examen parlementaire de l'accord commercial est à ce jour suspendu, le temps que les juges de Luxembourg rendent leur avis sur cette nouvelle affaire. Alors vous allez peut-être vous poser la question et vous dire ben, combien de temps ça peut prendre. Alors précisément, malheureusement, je n'ai pas la réponse parce que personne ne l'a. On parle d'un délai qui pourrait varier de 1 an, 2 ans grand maximum, selon la charge de la Cour et la complexité des questions posées. Le temps d'instruction va varier. On parle, voilà, plus optimistes parlent d'une année. Ça pourrait durer 18 mois ou un petit peu plus. Cependant, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, la solidité juridique du traité euh, est très... elle ne devrait pas être remise en cause parce que la solidité du traité est validée. Donc cette partie-là ne devrait pas être remise en cause. Donc en fait, la question, elle porte sur cette stratégie de splitting. On parle de stratégie de splitting. Splitting, c'est le fait de séparer l'accord en deux, le mécanisme de splitting. Et je pensais que c'était assez important de revenir dessus rapidement pour que vous compreniez bien, en fait, la question centrale aujourd'hui qui est, en fait, est-ce que la Commission a-t-elle outrepassé son mandat politique initial en scindant le paquet UE-Mercosur? Alors, nous allons maintenant ici évoquer les différents points de blocage avec différents sujets qui nous concernent plus particulièrement. Le premier va concerner l'agriculture avec la crainte d'une concurrence plus forte sur certains produits. Et le deuxième point porte sur les normes environnementales qui ont été un point soulevé lors des différentes discussions au cours de ces derniers mois, notamment sur la question de la déforestation et le respect des engagements climatiques. Et enfin, nous allons rapidement parler de l'ouverture des marchés publics, l'accès aux appels d'offres publics. Euh, donc, pour certains produits en fait agricoles considérés comme sensibles, l'accord ne prévoit pas une ouverture totale du marché, mais des quotas tarifaires. Donc, nous allons voir ça un petit peu plus tard sur une diapo suivante. Ce que l'on peut dire ici, c'est qu'il y a des normes qui sont imposées.
Et donc, il prévoit notamment des quotas concernant, par exemple, la viande bovine. Il faut que l'accord également, l'accord porte sur l'aspect de la déforestation. Vous avez dû entendre parler du pacte vert ou Green Deal. Et une des craintes principales, c'était la déforestation en Amazonie. Donc la France a exigé que l'accord soit aligné avec l'accord de Paris sur le climat. Et l'Europe également souhaite que les engagements environnementaux soient contraignants et assortis d'une sanction en cas de non-respect. Concernant les marchés publics, euh, l'Union européenne veut que les entreprises puissent postuler aux appels d'offres marchés publics des pays du Mercosur. Donc cet accès concerne notamment les marchés d'infrastructures, de transport, d'énergie et d'eau, d'équipement. Donc les procédures vont être plus transparentes avec la publication des appels d'offres via des portails nationaux dédiés, avec des règles de concurrence équitables. Donc c'est vraiment, voilà, ça a été une crainte, mais les choses sont rentrées plus ou moins dans l'ordre à travers ce traité puisqu'il y a le principe de réciprocité qui est appliqué. Les fournisseurs européens seront traités de la même manière, non discriminatoire, c'est-à-dire sur un pied d'égalité avec les entreprises locales. En échange, l'Union européenne ouvre également certains marchés européens aux entreprises du Mercosur. Concernant les mécanismes de sauvegarde, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un mécanisme qui a été introduit notamment pour des filières agricoles, notamment françaises. Euh, Concrètement, si les importations augmentent fortement et provoquent des difficultés pour les producteurs européens, l'Union européenne pourra réintroduire temporairement des droits de douane. Des droits de douane. Voilà. Donc là, je vous ai donné l'exemple d'une hausse des importations. Si l'importation augmente de plus de 10% par rapport au volume importé sur un an, euh, à ce moment-là, on pourra appliquer un pourcentage de droits de douane. Voilà, en fonction sur un temps donné, effectivement aussi. Euh, il faut savoir qu'il y a une surveillance également qui est proposée par cet accord. C'est-à-dire que la Commission européenne s'est engagée à publier un rapport de suivi tous les 6 mois, voire 3 mois, sur l'état des marchés des produits sensibles afin d'anticiper les crises avant qu'elles ne deviennent irréversibles. Nous avons donc des quotas sur différents produits dits sensibles. On en a parlé à travers les médias, hein, principalement des produits agricoles. Donc je ne sais pas si ça vous concerne, si ça concerne certains d'entre vous ou pas. Mais à titre d'exemple, en tout cas, je vous ai listé ici quelques produits comme la viande bovine, la volaille, le sucre, l'éthanol, le porc qui vont avoir des quotas pour lesquels nous devrons respecter des quotas à terme. Donc là, je vous ai fait part des volumes. Et donc, il y aura des droits de douane qui vont être soit réduits, soit des droits de douane qui vont être complètement supprimés. Donc des droits nuls en fonction de ces quotas-là. On a également entendu parler, peut-être, vous avez peut-être entendu parler des clauses miroirs. Donc c'est un autre sujet brûlant. Le principe, c'est simple en fait, c'est que les produits importés devraient respecter les mêmes normes sanitaires, environnementales, agricoles que celles appliquées aux producteurs européens. Donc l'objectif ici, c'est d'éviter des situations de concurrence déloyale. Donc la France a été à l'initiative hein, de ces clauses miroirs soutenues par d'autres États membres, notamment sur les pesticides, l'alimentation animale et la déforestation. Donc il y a eu énormément de débats entre certains pays de l'Union européenne et notamment la Commission, qui a proposé donc des clauses de sauvegarde renforcées pour que
voilà, la France soit, comment dire, ne soit pas défavorisée par rapport à ces clauses miroirs. Donc nous allons entamer maintenant la troisième partie de ce webinaire qui consiste à mettre en avant les stratégies d'anticipation. Là, je vous ai présenté brièvement l'accord et quelques règles, hein, les points de blocage et quelques règles, notamment au niveau des quotas, par exemple. Je voudrais partager avec vous des éléments de stratégie d'anticipation, c'est-à-dire que en tant qu'entreprise importatrice ou exportatrice, comment vous pouvez vous positionner par rapport à tout ça? Comment votre entreprise peut se préparer à la mise en place de cet accord, puisque comme on l'a vu en tout début de webinaire, l'accord va être mis en place et mis en place en fait rapidement dans les prochains mois. Et ce qui est important, c'est en fait d'utiliser ce laps de temps entre aujourd'hui et la mise en place effective de l'accord pour vous préparer euh, au plus vite et au plus tôt pour que vous soyez, votre entreprise, votre organisation soit au fait de l'actualité et de la mise en place de l'accord dès que celui-ci va être effectif. Donc pour cela, en fait, votre entreprise peut se préparer concrètement. Il y a plusieurs façons de se préparer. Tout dépend aussi de votre orientation. Si vous êtes exportateur, par exemple, vous allez pouvoir identifier certaines opportunités en tant qu'entreprise exportatrice française, puisque l'accord vise à supprimer les droits de douane dans différents secteurs, comme je disais précédemment, les voitures, pièces détachées, les machines, les produits chimiques ou les produits pharmaceutiques. Il faut savoir que pour la France particulièrement, les exportations de biens vers le Mercosur représentent plus de 5 milliards d'euros. L'accord permettra de réaliser d'importantes économies sur les droits de douane, d'ouvrir le marché des services aussi, comme on l'a vu. Et donc la suppression de ces tarifs douaniers permettra, aura une incidence notamment sur le secteur des machines et des équipements électriques, le secteur du matériel de transport, les produits plastiques caoutchouteux, les produits instruments optiques, médicaux, chirurgicaux, mesures de photographie, etc. Concernant les produits agricoles, il faut savoir que l'accord prévoit aussi la protection des produits et des boissons sous appellation géographique française. Donc on parle de certains fromages comme le comté, le gruyère que vous devez connaître, certains vins et spiritueux, le champagne par exemple, le chablis, le rhum de la Guadeloupe, le riz de Camargue, des viandes, certains beurres, les pruneaux d'Agen par exemple, les huiles essentielles. Donc ce sont vraiment ces appellations-là font partie des grands gagnants de l'accord, puisque le Mercosur s'engage à les reconnaître et à les faire respecter. Ce qui empêchera en fait des producteurs sud-américains d'utiliser des appellations comme vin de Bordeaux, par exemple. Donc vous êtes une entreprise exportatrice. Qu'est-ce que vous pouvez faire dès à présent? Dès à présent, vous allez pouvoir identifier vos produits, essayer de connaître les codes douaniers, essayer d'anticiper en utilisant les codes SH. Les codes SH sont les codes harmonisés hein, qu'utilise l'autarite de l'Union européenne pour voir si effectivement quel est le taux aujourd'hui applicable et pour anticiper le taux qui sera applicable dans quelques mois. Voilà. Vous pouvez déjà commencer à préparer vos offres de prix, par exemple. Concernant, en tant qu'exportateur aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pourrez anticiper la preuve de l'origine préférentielle. C'est-à-dire que si vous êtes un produit français, il faudra voir si votre produit est vraiment considéré comme un produit français au regard
au regard des douanes et au regard demain de vos échanges avec les pays du Mercosur. Cette origine préférentielle, elle est capitale. C'est à vous d'apporter la preuve de l'origine pour pouvoir bénéficier de l'exonération des droits de taxes dans les prochains mois. Si vous êtes une entreprise, soit de biens, ou peut-être de services, comme je le disais tout à l'heure, vous pourrez bénéficier au marché public des pays du Mercosur, donc accéder au marché public brésilien, par exemple, ou argentin. Donc c'est vraiment une opportunité pour les entreprises exportatrices. Second cas de figure, vous pouvez être également importateur. Si vous êtes importateur, là, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une cartographie de vos flux actuels avec les différents fournisseurs que vous avez sur la zone, évaluer les volumes actuels que vous avez, que vous échangez avec le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Identifier vos 5 principaux clients, par exemple, enfin fournisseurs si vous êtes importateur, par exemple, ou clients si vous êtes exportateur. Ce que je vous conseillerais de faire pour anticiper également, c'est de réaliser un audit de conformité, ce qu'on peut appeler la due diligence. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, pour les importateurs français qui s'approvisionnent dans les pays du Mercosur, vous pouvez vérifier si ces fournisseurs-là s'inscrivent dans un cadre réglementaire européen renforcé, notamment en matière d'environnement, droits de l'homme et de la traçabilité des chaînes. L'objectif, c'est de vérifier si les produits que vous allez importer demain respectent les différentes exigences et rentrent dans le cadre de cet accord. Donc ça, c'est pour tous les produits que vous allez importer. Vous pourrez faire aussi un audit concernant la déforestation, qu'on peut appeler RDUE. Donc là, ce sont pour les importateurs précisément de soja, de viande, de bois, de café ou de caoutchouc. Et vous pouvez vous poser la question de savoir est-ce que vos fournisseurs peuvent garantir une traçabilité géocalisée dès maintenant. Vous pouvez déjà les contacter et les solliciter dès à présent, avant même que l'accord soit effectif. Hum, Au niveau des importations, il y a la possibilité de vous recentrer peut-être et d'appliquer une stratégie de repositionnement, puisque vous pouvez évaluer l'opportunité d'importer des matières premières du Mercosur à moindre coût pour transformer peut-être vos produits en Europe avant de les réexporter. Donc ça fait partie également des actions que vous pouvez mettre en place dans les prochaines semaines. Ce que je vous conseillerais de faire également, ce serait de réaliser une matrice d'impact avec la règle d'origine notamment. Donc la matrice d'impact, vous pouvez distinguer les deux flux, donc vos exportations si vous êtes exportateur, et vos importateurs, et vos importations si vous êtes importateur. Puisque en fait la règle de l'origine, comme je disais tout à l'heure, est essentielle dans le cadre de cet accord et va vous permettre de bénéficier des nouvelles préférences tarifaires de l'accord. Donc, il va falloir que votre entreprise puisse prouver que la transformation substantielle a eu lieu, par exemple, en France, hein, pour les produits, euh, n'importe quel type de produit. Si vous exportez des produits faits en France ou majoritairement transformés en France, il va falloir être capable de prouver que cette transformation a été faite en France pour que le produit soit considéré comme un produit français au sens de la règle d'origine, ce qu'on appelle la ROO au niveau des douanes. Donc là, je vous ai mis un tableau pour vous partager effectivement, par exemple, sur le secteur automobile et les pièces détachées automobiles. Vous avez un seuil de valeur ajoutée locale qui est environ de 45-50%, c'est-à-dire qu'il faut au moins que la moitié de votre produit soit transformé, réalisé en France pour que la règle d'origine française s'applique. Donc vous avez quelques exemples ici sur l'automobile, les pièces, les machines, les équipements. Et puis également, je vous ai donné à titre d'exemple hein, quelques autres secteurs qui pourraient s'appliquer ici. Donc ce qui est important, c'est garder à l'esprit ce critère de transformation substantielle, puisque ça va effectivement déterminer après l'application ou non des nouveaux droits de douane
pour vous, pour votre entreprise. Pour conclure, on peut dire que l'accord UE-Mercosur représente à la fois des opportunités commerciales importantes, mais aussi des enjeux politiques et environnementaux sensibles. Donc, pour votre entreprise, qu'elle soit exportatrice ou importatrice, comme je disais, bah, il va falloir mettre en place des actions et analyser vos produits, leurs codes douaniers, passer un petit peu de temps là-dessus, identifier des opportunités commerciales que vous n'aviez peut-être pas jusqu'à présent, cartographier vos fournisseurs pour les entreprises importatrices, c'est ce que je vous recommanderais de faire, notamment avec des plateformes que vous connaissez sûrement déjà, comme Access to Market, qui est la plateforme de la Commission européenne qui vous permet d'y simuler les différents droits de douane. Voilà, pour ce webinaire, nous arrivons à la fin. Juste avant de passer peut-être aux questions, je voulais vous remercier pour votre présence, votre participation et vous remercier au nom du CNFCE voilà, pour votre inscription à ce webinaire aujourd'hui. Pour votre information, si c'est un sujet qui vous intéresse et vous souhaitez approfondir la thématique, nous allons proposer dans les prochains jours une formation qui sera dédiée. Et il sera beaucoup plus long. Effectivement, nous pourrons rentrer plus en détail sur les différents points que nous avons évoqués ici. Aujourd'hui, nous avions un webinaire d'à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc, effectivement, on ne peut pas traiter l'ensemble des thématiques, mais j'espère en tout cas que ce webinaire vous a plu. Et je vous remercie pour votre participation. Je voudrais savoir si vous avez éventuellement des questions. Je pense, Aurélie, qu'il n'y aura pas d'autres, il y aura pas de questions. Je pense qu'on va Très pouvoir bien, nous arrêter là. c'est parfait. Je vois pas non plus de main levée. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Au Merci. revoir. Belle fin de journée à tous.